Bienvenue dans notre live du Quality Engineering. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau We're in Live. Merci à toutes et à tous de vous être connectés en direct et de vous être rendus disponibles entre midi et 2. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Anaïs Fournier que j'ai rencontrée il y a quelques mois lors de la dernière Paris TestConf et qui a fait un talk très inspirant. Donc j'ai déjà donné la parole à Anaïs pour qu'il puisse se présenter à vous. Donc Anaïs, déjà merci de relever ce défi et de nous rejoindre aujourd'hui. Tu es vraiment dans le thème des soft skills, tu sors de ta zone de confort aujourd'hui. Donc merci. Est-ce que tu peux prendre un instant pour te présenter pour que tout le monde connaisse rapidement ton parcours? Bien sûr. Bonjour à tous, merci Jean-François de m'avoir invité, merci beaucoup. Donc oui, je suis Anaïs Fournier. Moi, j'ai 5 ans d'expérience dans le test, donc je suis encore assez junior, comme beaucoup de testeurs. En fait, je suis issue de la reconversion. Initialement, moi, j'ai un diplôme d'ingénieur en bioinformatique, et donc j'ai commencé ma carrière dans la recherche en bioinformatique. Donc, je travaillais notamment sur des génomes d'insectes, donc complètement différents d'aujourd'hui. Au bout de 3 ans, j'ai décidé de me reconvertir dans le test, métier que je ne connaissais pas avant. Ça a été vraiment un coup de hasard, cette reconversion. J'ai été contactée par Pôle emploi qui mettait en place une POEI, donc une préparation opérationnelle à l'emploi en collaboration avec une ESN. Et donc, j'ai intégré cette formation d'1 mois et demi avant d'être embauchée, du coup, en CDI. Pour la première fois, ça devait être en 2016. Alors, j'ai que 5 ans, mais il y a eu des petites années de pause au milieu. Mais donc, c'était en 2016. J'ai été embauchée dans cette ESN. J'ai fait 2 ans en tant qu'ingénieur test sur différents projets assez variés, mais surtout en cycle en V, entouré de beaucoup de monde. Mes premiers projets, j'étais quand même sur des plateaux techniques où il y avait une 50aine de testeurs. Et puis la deuxième année, par contre, là, ça a complètement changé. Toujours cycle en V, mais j'ai travaillé chez un client final. Pour le coup, là, j'étais vraiment toute seule. Donc, ça m'a permis un petit peu pareil, encore une fois, sortir de ma zone de confort et puis prendre un petit peu les devants, un peu les rênes de ce beau métier. Et puis, il y a maintenant 3 ans, j'ai été embauchée donc chez mon employeur actuel, qui est Antidote, un éditeur de logiciels français qui développe un produit qui s'appelle Fluid Topics. Et donc, j'y suis maintenant depuis 3 ans. Et là, on suit une démarche plutôt agile. Donc voilà, encore un gros changement de contexte. Où là, j'ai atterri dans une boîte où j'étais, du coup, il y a 3 ans, toute seule. Donc, toute seule face à 25-30 développeurs. Et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps avec Jean-François. J'ai eu l'occasion, du coup, il y a quelques mois, à la Paris TestConf, c'était en octobre, de présenter un petit peu ce contexte légèrement particulier, puisque un testeur pour 30 développeurs, c'est quand même un ratio qui est assez disproportionné. Donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir présenter mon contexte et la stratégie qu'on a mis en place chez Antidote pour faire face à ce contexte-là particulier. Voilà. Écoute, merci pour cette présentation qui est claire. Et voilà. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu as embrassé à chaque fois le changement. Tu as eu la chance de voir le cycle en V et pas arriver directement dans l'agilité. En 2016, ça aurait pu arriver, mais maintenant, c'est souvent le cas. Donc, ce qui fait que c'est bien, tu as pu voir les différentes choses, tu as pu voir aussi ce que ça changeait dans la réactivité, dans l'adaptabilité, dans la théorie et la pratique par rapport à ce qu'on voit, parce que ça va très vite, les sprints. Tu vois, tu avais une grosse équipe en face à transformer. Et voilà, je ne vais pas entièrement faire dire tout ce que tu as dit lors du talk, mais c'est vrai qu'ils n'avaient jamais eu de testeur là-dessus. Donc, je vous ai partagé le lien là dans le chat. Donc, n'hésitez pas à le voir a posteriori dessus. Alors, moi, j'ai plein de questions, mais on m'a déjà posé une question. Donc, du coup, c'est pas forcément le thème du jour, mais je pense que la question est pertinente et je remercie Sevda, j'espère que je dis bien son prénom, qui a posé la question, qui voulait savoir si en 2016, lorsque tu t'es reconverti, est-ce que ça avait été difficile de trouver un premier emploi ou pas?
Alors, ça n'a pas été difficile parce que, comme je le disais, ça a été une POI. Alors, est-ce que c'est toujours comme ça? C'est vrai que je ne sais pas, mais là, c'était vraiment une collaboration. Donc, c'est Pôle emploi qui paye la formation, mais c'est lié vraiment avec une ESN qui prend toute la formation se passait au sein de l'ESN. On était une promo d'une quinzaine de personnes et normalement, à l'issue, il y avait 15 places dans l'ESN. Donc, si tout se passait bien, on était embauché directement à la suite de cette formation. Donc, ça a été très, très simple parce qu'en fait, tout s'est fait dans le flux. J'ai été prise dans cette formation pour être embauchée directement derrière. Donc, il y avait cette facilité et cette sérénité de se dire, bon, si ça se passe bien, derrière, j'ai un emploi en CDI directement. Donc, ça a été assez facile pour moi dans ce contexte-là. Je pense qu'aujourd'hui, ça a un peu évolué. Aujourd'hui, j'ai mon prisme Quality Engineering aussi, mais aussi c'est ce que je vois chez beaucoup de projets où l'automatisation est beaucoup plus importante qu'il y a 8 ans. Globalement, où à cette époque-là, on cherchait encore énormément de testeurs fonctionnels manuels, et aujourd'hui, le côté technique, le côté méthodologique dans l'agilité, dans le DevOps, est à mon sens plus important. Et c'est vrai que je vois de plus en plus de POI autour de l'automatisation des tests. Et c'est une plus grande recherche que sur le. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, je pense, de rentrer dans une POI et d'avoir les 15 places ouvertes. Voilà. C'est un point de vue. C'est peut-être pas une généralité totale, mais il y a quand même une évolution qui change là-dessus. On va chercher plus de technicité, mais toujours avec de la méthode de test. Voilà. Alors, je suis complètement d'accord avec toi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de recherche en termes d'automatisation. Alors, moi, je suis un cas particulier. Enfin, moi, je suis pas automaticienne. Moi, c'est vrai que je suis ingénieur test fonctionnel. C'est vrai que j'avais plus pris la question sur l'embauche derrière la POI, mais du coup, vraiment, quand on rentre dans la POI, normalement, après, si tout se passe bien, on est embauché. Mais c'est vrai qu'après, il y avait quand même une sélection qui était quand même assez... pour rentrer dans la POI, c'est sûr qu'il y a une sélection à l'entrée. Ça, c'est évident. Alors, c'est vrai que moi, pour le coup, c'était vraiment orienté test manuel. Donc, il y avait peut-être moins besoin d'un background très technique. Pour le coup, moi, j'arrivais avec un background plutôt technique en plus, puisque j'avais été ingénieure bioinformatique. Donc, même si j'étais pas développeuse, mon travail était d'analyser des données. Donc, clairement, j'écrivais des scripts à longueur de temps. Donc, il y avait quand même tout ce côté un peu technique, informatique, développement qui était quand même un petit peu là. Donc, de toute façon, j'avais quand même déjà un background qui était intéressant et qui m'a permis de rentrer assez facilement dans cette POI. Et pourtant, c'est vrai que dans cette promo où on était 15, il y avait des backgrounds très divers. Très divers. Il y avait même une personne qui venait de la chimie, donc pas forcément, c'est scientifique, hein, mais pas du tout informatique. Une personne qui venait de l'œnologie, très très bizarre. Et pour le coup, il y avait qui était hyper motivé. Donc, c'est là aussi qu'on peut peut-être déjà parler de soft skills, mais je pense qu'il n'y a pas que les hard skills qui sont importants. Alors, bien sûr, hein, quand on veut devenir automaticien, en 6 semaines, on ne peut pas devenir automaticien si on n'a aucune compétence technique, et ça, il faut en être complètement conscient. Et donc, je ne sais pas si les POI d'automaticien, si ça existe aujourd'hui, c'est sur un temps aussi court. C'est vrai que moi, c'était 1 mois et demi. Est-ce qu'il y a peut-être des durées plus longues? C'est possible quand même. Hein. C'est plus long. Voilà. C'est plus long. Le temps est 3 mois de mémoire quand je les avais fait. Voilà. Mais bon, quand même. Je pense qu'il faut. C'est sûr ça reste quand même court hein, par rapport à tout ce qu'il y a à apprendre par la suite là-dessus. J'ai une dernière question sur ce sujet de Hamdi qui voulait savoir si dans le cadre de cette POI, tu as eu l'occasion de passer l'ISTQB. Ça, c'est moi qui le rajoute ou tu l'as passé après Alors oui, c'était complètement inclus dans la POI à mon époque. Je ne sais pas si aujourd'hui, pareil, c'est toujours le cas. Mais en tout cas, moi, ça faisait partie de la validation de la bonne, du fait que ça se soit bien passé ou non la formation. Il y avait bien sûr les formateurs qui étaient là pour donner leur avis, mais il fallait avoir réussi l'ISTQB ensuite pour valider l'embauche au niveau de l'ESN. Donc oui, absolument, ça faisait partie de la formation. Bon, merci déjà de vos questions. Merci Anaïs pour cette transparence dans les réponses. Moi, avant d'aller un peu plus loin sur les soft skills, tu sais, nous, chez Werin, on aime bien le quality engineering. Toi, tu es confronté à ces évolutions de ce que tu as vu. Par rapport aux différents échanges qu'on a pu avoir ailleurs, quelle est toi ta vision du quality engineering et de comment évoluent nos métiers de la qualité globalement, au-delà du test
Comment dire, je pense que, notamment au niveau de l'agilité, ou pour faire un peu le lien entre cycle en V versus agilité, c'est vrai que moi, j'ai vraiment été confrontée à plein de façons de travailler. Et notamment dans le cycle en V, quand on teste à la fin du cycle de vie du logiciel, on va vraiment se confronter être un petit peu le goulet d'étranglement en tant que testeur, ce qui va vraiment pouvoir causer plein de problèmes, comme une couverture de test qui va être limitée parce qu'on va être dans le rush, on va avoir du coup une perte de qualité globale du produit, on va aussi limiter la vitesse de développement. Et donc pour moi, le quality engineering, ma vision, hein, mais moi aussi qui suis testeur fonctionnel, manuel, peut-être que c'est pas exactement ça, mais moi je pense vraiment que c'est l'idée de mettre en place les meilleures solutions, les meilleures stratégies, les meilleures actions pour pouvoir s'occuper de la qualité tout au long du cycle de vie du logiciel et donc le plus tôt possible. Donc moi, en tant que testeur manuel, ça va vraiment être essayer de mettre l'accent à fond sur le shift left, forcément. L'automatisation, alors je viens de le dire, hein, j'en fais pas. J'en fais pas. Je suis pas responsable de l'automatisation. Ça veut pas dire que dans mon équipe, que dans mes équipes, que dans mon entreprise, on n'en fait pas. C'est hyper important aujourd'hui. Et même si moi, j'automatise pas, je travaille avec les équipes en collaboration avec les développeurs pour pouvoir les conseiller sur cette partie-là, sur quels sont les scénarios qu'il va falloir automatiser, lesquels il va falloir mettre à jour, lesquels peut-être on n'a plus besoin parce que ça prend trop de temps. Donc, j'ai vraiment quand même mon rôle à jouer en mode conseil sur cette partie-là. Bien sûr aussi, nous, on travaille beaucoup avec la gestion des risques, donc pour pouvoir mettre l'accent vraiment sur ce qui est très important le plus tôt possible. Parce que bien sûr, le métier de testeur, ça va être de détecter les bugs, mais encore plus aujourd'hui, ça va surtout être d'essayer de les éviter. Et pour ça, c'est mettre les meilleures actions en place possible le plus tôt possible pour les éviter. Donc, je pense que même en tant que testeur manuel, on a largement notre place pour aider à améliorer tous ces process et optimiser tous ces processus. Donc voilà, je pense que moi, quality engineering pour moi, c'est vraiment être à mon niveau, c'est être le plus proactif possible, travailler le plus en avance possible, essayer anticiper un maximum et collaborer avec les équipes avec toutes les équipes, les développeurs, les PO, tout le monde, pour aider au max. C'est super intéressant ce que tu dis parce que souvent quand on vient du monde fonctionnel et qu'on voit l'automatisation, on voit ça comme quelque chose soit qui ne nous concerne pas, soit qui est inatteignable. Alors que déjà, on est déjà dans la stratégie, on est déjà dans la gestion du risque. Et je pense que plus on va dans l'agilité, plus on va vite, plus il est important d'avoir une stratégie qui soit adaptée, efficace, avec une gestion du risque au niveau projet, et donc avec toutes les parties prenantes de l'équipe, pour se dire, on est d'accord, ça c'est le plus important, ça c'est le plus risqué, ça on sait qu'on a eu des problèmes en prod, il faut faire très attention là-dessus. Et on le sait parce qu'on fait des analyses croisées entre la prod, les anomalies en test, et ça, qu'on dise qu'on teste en manuel ou en automatisation, ce qui va changer, c'est la rapidité d'exécution globalement. Et en fait, on le voit comme quelque chose de très difficile. Oui, il y a une partie technique, mais si on est bien accompagné avec soit un développeur, soit un automaticien, on est en capacité de le faire de façon collective et de façon très efficace. Voilà. Et ça, c'est la première chose à faire pour sortir de sa zone de confort. C'est dans notre métier du test, s'ouvrir à ça et se dire, ça finalement. Donc, ça, je trouve très intéressant comme retour. Et au-delà de ça, attends, je vois que des questions, peut-être avant de basculer sur ma prochaine question. On y viendra peut-être après sur la partie des KPI sur le shift left si vous en avez mis en place, mais bon, on y viendra peut-être après, Andy. Donc voilà ma question. J'ai bugué. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus justement de ton quotidien? Parce que tu dis que tu as quand même 25 développeurs, tu as de l'automatisation, mais que tu fais de la stratégie. Voilà. Comment se passent tes journées Ok. Je m'ennuie pas. Pour remettre un tout petit peu de contexte, donc j'ai dit tout à l'heure que j'avais été la seule testeuse pendant 3 ans. Aujourd'hui, maintenant, on est 2. On est 2 depuis 6 mois. Donc, c'est un gros changement, mais en même temps, pas tant, hein, parce que 1 pour 25 ou 2 pour 30 aujourd'hui, ça change pas grand-chose. Donc, le quotidien, c'est beaucoup de communication avec les parties, avec les développeurs, avec les PO,
pour essayer vraiment de prioriser au mieux et comme on disait tout à l'heure, donc vraiment l'analyse de risque pour choisir les sujets sur lesquels nous, on va mettre un effort plus conséquent. L'idée, c'est bien sûr de travailler avec les équipes pour les aider dans leur développement, pour les aider à délivrer un produit de meilleure qualité. Mais bien sûr, quand on a 30 développeurs en même temps qui travaillent sur, je ne vais pas dire 30 stories en parallèle, mais quand même, il y a plein de choses qui vont arriver dans le sprint et on ne va pas pouvoir travailler avec tout le monde. Donc, l'idée, c'est de les aider le mieux qu'on peut, donc à travers un certain nombre de réunions. Moi, je fais énormément de réunions. La première, clairement, ça va être avec les PO pour pouvoir justement analyser les différents sujets qui vont arriver dans la semaine et pour pouvoir prioriser. Donc, il y a vraiment une analyse de risque et je vais pas expliquer ça pendant longtemps. Ça, l'analyse de risque, pour ceux qui voudront regarder le replay de la conférence de la PTC, là, elle est expliquée assez dans le détail. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on a une analyse de risque qui est globale sur notre produit et on va aussi faire une analyse de risque au niveau du ticket Jira pour vraiment prioriser sur les sujets qui arrivent dans la semaine. Une fois qu'on aura priorisé, on va participer à plein d'autres réunions sur des refinements, les refinements même avant même l'arrivée des stories, pour bien comprendre les sujets et poser toutes les questions qu'on va pouvoir avoir en tête. Donc là, si on peut faire aussi le parallèle directement avec les soft skills, là, il va falloir vraiment réussir à communiquer, à percuter, à challenger tout ce qu'on va pouvoir lors de ces réunions pour pouvoir mettre en évidence dès que possible des potentiels problèmes qui pourraient arriver. Donc ça, il y a les refinements, il y a les traces amigos, bien sûr. Donc là, c'est plus juste avant le développement, être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, qu'on va valider les critères d'acceptance, qu'on va être d'accord sur le périmètre du test. Donc ça, c'est beaucoup de réunions qu'on va faire tous ensemble. En fait, j'ai l'impression que c'est ça mon quotidien. C'est de passer pas tout le temps en réunion, mais tout le temps en communication directe avec les PO, les développeurs. Parce que même quand je teste, en fait, je suis potentiellement avec les développeurs dans le Zoom et on va discuter, on va communiquer, on va échanger tout de suite pour que les développeurs aient tout de suite les informations. Alors ça marche parce qu'on arrive à travailler, encore une fois, le plus en shiftless possible. Et donc, j'arrive à tester quand les développeurs sont encore un petit peu sur le sujet. C'est vrai que quand on est plus en cycle en V et que les développeurs sont passés sur des sujets complètement différents, c'est plus compliqué d'être dans ce cadre-là. Mais en tout cas, dans notre stratégie à nous, on arrive vraiment à travailler en étroite collaboration quasiment tout au long du cycle. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc, voilà, si je devais résumer, donc vraiment l'analyse de risque, que des meetings régulièrement, pas forcément officiels, ça peut être vraiment officieux juste pour discuter d'un certain point en particulier. Et après, comme tout testeur, conception, exécution, on fait beaucoup. Donc j'ai dit, moi je suis testeuse manuelle fonctionnelle, il va y avoir aussi du test non fonctionnel. On va travailler notamment sur des tests d'utilisabilité. Donc là, il va falloir encore, si on fait un petit lien avec les soft skills, de l'empathie pour vraiment prendre la story du point de vue de l'utilisateur final et pas juste en regardant les critères d'acceptance que le PO a rédigé. Il faut vraiment essayer de bien comprendre l'attente de l'utilisateur. Ça, c'est hyper important. On va faire des tests aussi. Alors ça, c'est assez nouveau, des tests d'accessibilité, des tests de sécurité. Pour le coup, ça, il faut connaître. Voilà, il faut monter en compétence, donc il faut avoir envie d'apprendre. Il faut avoir envie de passer son temps à faire beaucoup de veille aussi, de la veille, comprendre les nouveaux outils. Ça fait aussi partie vraiment de mon quotidien parce qu'on sait que notre domaine, à nous, de test, il évolue extrêmement vite. Il y a des nouveaux outils, il y a des nouvelles méthodologies. L'accessibilité, là, c'est récent, le fait que, alors moi, je connais pas très bien, mais aux États-Unis, là, je crois qu'il y a des nouvelles réglementations. Maintenant, tout le monde veut avoir des sites qui soient accessibles. Merci, des sites accessibles. Et pour le coup, ça c'est assez récent. Faut qu'on s'y mette absolument. Là, faut pas attendre. Faut pas attendre qu'on nous dise non, on veut pas votre produit parce qu'il est pas accessible. Non, il faut que notre produit du coup maintenant il soit accessible. Donc il faut qu'on monte en compétence là-dessus. Pour le coup, j'en avais jamais fait jusque là. Donc ça fait 5 ans d'expérience, 5 ans, j'avais pas touché à l'accessibilité et pourtant c'est hyper intéressant. Il y a énormément de choses à apprendre. Il y a beaucoup de montée en compétences aussi en parallèle de tout ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gestion du temps, de priorisation, de coordination. Je pense que c'est ça un petit peu le cœur de mon métier chaque jour, c'est d'essayer de prioriser au maximum pour savoir ce sur quoi il faut d'abord mettre les efforts et essayer vraiment d'anticiper les besoins pour réfléchir déjà en avance à ce qu'il va falloir faire demain. C'est pas facile, mais c'est hyper enrichissant. Je sais pas ce sur quoi si tu veux que j'appuie sur plus de choses. Mais, moi, j'aurais juste revenir sur cette possibilité comme ça de formuler une question qui m'a fait. Qui m'a ouvert sur le fait que
sous-estime les testeurs manuels parce que c'est automatisé. J'entends pas, je suis désolée, je t'entends très mal. Je ne sais pas si tu... Tu m'entends mieux là? Oui, oui, très bien. Très bien. Je disais, je vais en profiter pour répondre à la question d'Amal qui disait que les testeurs manuels sont sous-estimés parce qu'ils font pas d'automatisation. Alors déjà, la question est complexe, la réponse va l'être aussi, mais j'essaie de le faire rapidement. Mais l'accessibilité est quelque chose, par exemple, qui est difficilement automatisable. Il faut encore des testeurs manuels, il faut le faire. Après, il est vrai que plus on va avoir des projets qui veulent aller vite en production, plus les compétences d'automatisation, de shift left. Et quand je dis shift left, je parle aussi de BDD. Donc, c'est des compétences quand même, soft skills de communication et de gestion. On n'a pas besoin d'être automaticien pour le faire. Donc, je pense qu'il ne faut pas rester enfermé dans son rôle de testeur, qu'on soit manuel ou automaticien, et qu'on s'ouvre au métier du développeur, du PO, des ops. Voilà, il y avait une question aussi sur le shift right. Ben voilà, et de plus en plus, on va essayer de tester en production, de voir ce qui se passe en production et d'anticiper. Donc oui, c'est des choses qu'il faut essayer de mettre en avant. Alors on me dit qu'on ne nous entend pas. Est-ce que vous nous entendez mieux maintenant? Oui, parfait. Alors, il y a dû avoir un moment un peu compliqué. Voilà, j'ai essayé de répondre à une partie des questions sur le sujet, mais voilà, ce que tu dis, Anaïs, c'est vraiment, ça fait sens dans l'évolution qu'on voit de nos métiers. Mais justement, on parle souvent de techniques, de méthodologie, mais je vais revenir un peu sur le thème d'aujourd'hui. Pour toi, qu'est-ce qui fait la différence dans l'évolution de nos métiers sur les soft skills de maintenant par rapport à quand tu as commencé? Et autre question sous-jacente, toi, comment tu as fait pour développer ces soft skills au quotidien et comment tu continues pour les développer? Je pense que ça peut intéresser tous nos auditeurs qui sont présents aujourd'hui. Alors moi, j'ai clairement vu une évolution dans mon métier en 5 ans, mais c'est aussi, je pense, peut-être j'ai pas assez de recul, mais sur le fait de travailler en mode cycle en V ou agilité. Clairement, aujourd'hui, l'agilité, faut s'adapter à longueur de temps. Donc, faut réussir à suivre tous les sujets. Et pour le coup, ça, il faut passer son temps à communiquer. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que je vais vraiment appuyer là-dessus parce que pour moi, c'est le soft skills le plus important. Le plus important, pourquoi? Parce que déjà, clairement, donc comme je disais, notre métier, c'est de détecter des bugs. Bon, c'est très bien. Mais ça, il faut les remonter. Il faut les remonter de façon le plus diplomate possible parce que l'idée, c'est vraiment qu'on ait une bonne relation qui s'instaure avec les développeurs pour qu'ensuite, il y ait une certaine confiance et que la collaboration, elle soit vraiment étroite et fructueuse. Parce que si la confiance, elle s'installe pas, après, la communication, elle va ni marcher dans un sens ni dans l'autre. C'est très bien, sinon on est très bon en communication. Mais si derrière, en fait, il n'y a pas la bonne relation qui s'est établie et que l'autre, le développeur, ne veut pas communiquer avec toi, tu n'auras pas les informations nécessaires pour mener à bien ta mission et ton objectif qui est d'aider les développeurs et pour avoir un produit de la plus grande qualité possible. Donc, clairement, par rapport au moment où je travaillais moi en cycle en V, je n'avais même pas accès aux développeurs. Enfin, moi, on faisait des tickets, mais pour le coup, je voyais pas les parties dev. J'avais juste un test lead et on discutait de nos priorités ensemble. Donc, c'était vraiment très différent d'aujourd'hui où, pour le coup, aujourd'hui, je passe mon temps à essayer de communiquer, convaincre, apporter ma vision, essayer aussi un rôle un petit peu de facilitateur pour essayer d'écouter, d'être à l'écoute des besoins, de comment je peux au mieux les aider. Donc, en termes de soft skills, aujourd'hui, moi, ce que je pense qui est très important, mais je ne vais pas dire que j'excelle du tout dans ces domaines, c'est pour moi, ça va être la communication. Et je l'ai dit tout à l'heure aussi, l'envie et la capacité à apprendre rapidement parce qu'on est dans des domaines qui changent extrêmement vite, comme je disais. Des nouveaux outils, oui, mais aussi des nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître et on ne va pas forcément connaître la technologie derrière qu'on va utiliser. Et il faut qu'on comprenne, ce n'est pas qu'aux développeurs de comprendre la technique et nous derrière, il faut qu'on puisse tester. Il faut comprendre pour pouvoir tester efficacement et pour pouvoir tester correctement en fait. Et pour ça, du coup, il faut avoir envie de comprendre, l'envie d'apprendre, poser plein de questions et ça, je pense qu'il faut vraiment poser des questions. Souvent, on a peur de se dire « Ah non, mais ça, j'ai déjà peut-être demandé. Là, il va me prendre pour qui si je dis que je connais pas cette librairie, ce machin ?» Mais non, il faut absolument oser poser des questions
car c'est comme ça qu'on comprendra mieux, qu'on va mieux tester, qu'on va mieux comprendre le périmètre et que ça va être le plus efficace. Donc voilà, je pense communication, envie d'apprendre, curiosité. Donc là, ça va avec les questions, hein, bien poser toutes les questions qu'on peut. Et du et si. Moi, ça, j'adore ça quand je suis en refinement. Et si il se passe ça? Et s'il se passe ça? Bon, bah, peut-être qu'on va dire non, mais non, t'inquiète. T'inquiète, comment ça t'inquiète? Tu veux pas qu'on développe un peu le t'inquiète? Enfin, voilà, c'est pas hésiter un petit peu à aller en profondeur, dans le détail. Ça, je pense qu'il faut pas hésiter. Et si je peux encore en dire quelques autres, je pense que s'adapter, context switching, ça c'est un truc aussi que je m'étais noté quand j'avais réfléchi un petit peu à ces soft skills. Ça, je pense que c'est hyper important, surtout dans l'agilité. Je pense qu'il y en a qui ont un petit peu du mal et j'en ai connu, et moi la première, il y a quelques temps, à réussir à changer de sujet. Et ça, quand on est en agile et moi j'ai 5 équipes à gérer en même temps, clairement je ne teste pas tout, c'est évident. C'est pour ça qu'on met l'analyse des risques en place. Par contre, il y a un moment où on va travailler sur une story et puis pour X raisons, potentiellement l'environnement de test est bloqué, il y a un bug bloquant, je ne vais pas pouvoir continuer à tester tout de suite, est-ce que je m'arrête et j'attends que le développeur il corrige, ou est-ce que je switch tout de suite sur un autre sujet pour aller aider tel ou tel autre développeur, telle ou telle autre équipe qui a un besoin urgent sur autre chose. Ça, il faut pouvoir être capable aussi de s'adapter très rapidement et de faire ce que j'appelle moi du context switching ou du changement de sujet très rapide pour être le plus efficace possible sur un laps de temps qui est assez court. Je crois que j'avais oublié ta deuxième partie de la question. J'ai encore plein de soft skills. Non, voilà, c'est justement qu'est-ce qu'aujourd'hui qui te permet de sortir de ta zone de confort. On avait échangé, c'est vrai que toi, tu es dans une entreprise qui t'a laissé beaucoup de liberté. Toi, tu avais beaucoup d'ambition aussi pour essayer d'évoluer. Qu'est-ce qui fait quel est le catalyseur dans ton entreprise, dans ton quotidien, qui te permet d'aller vers plus de liberté pour sortir de ta zone de confort? Comme tu l'as dit, je pense que clairement, c'est ce nouvel emploi là chez Antidote qui m'a énormément aidé à m'améliorer sur énormément de choses. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivée, comme je l'ai dit, j'étais toute seule en tant que testeur. En tant que testeuse, il n'y avait personne d'autre. Alors, je fais partie d'une équipe, mais pas une équipe de test. Je fais partie d'une équipe où j'ai un manager, mais en tant que testeuse, j'étais la seule. J'avais pas un test lead. Il y avait personne d'autre qui connaissait vraiment ce métier-là et qui allait travailler au jour le jour. Et j'ai vraiment eu, en fait, la confiance de ma hiérarchie par rapport à ce rôle-là. Je dis pas que c'est pas stressant parce que du coup, on se retrouve. Pourtant, j'avais que 2 ans d'expérience. Si je suis arrivée dans cette boîte, on m'a dit bon vas-y. Trouvons la meilleure façon de travailler ensemble. Mais du coup, c'est génial parce que ça responsabilise énormément. On n'est pas laissé à l'abandon, hein. On est complètement. J'étais accompagnée quand même par mon manager, j'étais encouragée, accompagnée. Mais par contre, j'avais cette confiance et cette liberté de la part de ma hiérarchie qui m'a vraiment du coup permis, comme je disais, de me responsabiliser, de prendre des initiatives. Et puis le fait de toute façon, en plus d'être toute seule, ça force de toute manière à prendre les devants sur plein de choses. Je veux dire, moi avant, je travaillais avec une équipe de 10 développeurs. C'était souvent le test lead, il allait aux réunions. Là, tu es toute seule. Donc, tu vas aux réunions, tu dois discuter, tu dois prendre la parole, tu dois prendre les devants, tu dois oser poser toutes les questions qu'il faut parce que sinon, personne va y répondre pour toi. Donc, je pense que c'est vraiment cette liberté-là qui m'a permis de me dire, de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je prenne les choses en main. Et donc, pour me forcer, alors c'est vrai, voilà, je disais tout à l'heure qu'il y a énormément, je pense que les soft skills, c'est hyper important. Il n'en faut pas qu'un, il n'en faut pas deux. C'est vraiment une association, une synergie de tous ces soft skills qui va faire qu'on va sûrement devenir un meilleur testeur. Pour moi, il y avait vraiment un des soft skills qui pêchait parce que je suis quelqu'un d'assez stressé par la prise de parole. Et là, pour le coup, ce que dit Jean-François en ouverture, c'est vrai que c'est un peu aujourd'hui complètement sortir de ma zone de confort. Je sais qu'il fallait vraiment que je m'améliore sur la partie communication. Alors, au jour le jour, avec les développeurs, je suis assez à l'aise. En tout cas, après un certain temps, j'arrive à vraiment prendre les choses en main. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre parler avec un développeur en face à face, avec qui tu as une très bonne relation, avec qui tu travailles tous les jours, et ensuite communiquer en externe, par exemple. Et c'est pour ça que je me suis un petit peu mis des challenges, en fait, l'année dernière. L'année dernière.
où je me suis dit, bon, là, c'est une chose d'essayer de faire des petites démos en entreprise ou de parler de mon rôle. C'en est une autre peut-être d'aller parler à une conférence. Et je me suis dit, bon, je vais un petit peu sauter dans le vide, mais tant pis. Bon, au début, je me suis dit, bon, c'est juste une soumission à une conférence, mais je vais le tenter. Je vais essayer de. Je me dis que mon contexte était un peu particulier. Je me suis dit, pourquoi pas aller présenter le contexte de ma boîte à la PariTestConf. Et c'était vraiment un saut dans le vide, hein, parce que clairement, je vais peut-être, c'est peut-être un peu bête de dire ça, mais j'espérais vraiment pas être prise. Hein. Je me suis dit, j'ai soumis, c'est déjà vachement bien. C'était une énorme première étape de me dire, j'ai soumis une proposition. J'ai essayé, vraiment, hein, c'est étape par étape. Des fois, on se dit, hein, je pense qu'il faut se mettre des petits défis personnels, des petits défis, des petits challenges pour se dire, ça, jamais je pensais que j'aurais osé. Bon, je vais au moins faire ça. Et j'ai au moins soumis. Bon, j'ai soumis. En fait, la proposition a été acceptée. Bon, au moins c'est bien. Là, au moins on est forcé. C'est un peu se mettre un challenge de dire, bon, là, de toute façon, j'ai dit oui. Bon, je vais être obligée d'y aller. Donc c'est parti. Il y a une date butoir, t'as pas le choix. Et vraiment, je me suis mis ce challenge-là. Je vais pas dire que j'étais pas stressée. Ça a été 2 mois horribles. C'est vrai. Ça a été 2 mois horribles. Mais au final, j'étais contente. En fait, j'en suis ressortie vraiment, je vais pas dire grandie, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, j'ai eu vraiment l'impression de me dire, ce challenge-là, il est réussi. J'ai réussi à expliquer mon contexte. Ça m'a permis de rencontrer des gens du métier, parce que moi, du coup, toute seule dans ma boîte, c'est vrai que j'avais pas forcément de communauté, en fait. Ça m'a permis de parler à des gens qui ont pas forcément le même contexte que moi, mais qui avaient des questions. Donc, j'ai vu que ça les avait intéressés, que j'avais des choses à raconter qui pouvaient être pertinentes pour d'autres. Donc, partage de connaissances aussi. Donc, voilà, étape par étape, je me mets des petits challenges et je me dis que ça va m'aider à évoluer. Et encore une fois, tu me disais comment j'ai fait grâce à ma boîte. Je pense que ma boîte m'a beaucoup aidé pour ça aussi. C'est qu'ils m'ont pas du tout réfréné. Pour le coup, eux, ça leur apporte quand même une visibilité sur la boîte, un rayonnement pour l'entreprise. Mais c'est vrai qu'à part ça, ils m'ont accompagné, ils m'ont laissé le temps de préparer cette présentation. Ils m'ont laissé le temps, j'en ai fait d'autres depuis, j'ai petit step par step. Après, j'ai fait un podcast. Et là, j'ai dit oui à Jean-François pour participer aujourd'hui. Et il peut vous le dire, juste avant, j'étais comme ça. Mais voilà, je sais que ça va m'aider à prendre confiance en moi. Et clairement, au bout de 3 fois, je me dis, bon, je suis quand même de moins en moins stressée. Je ne veux pas dire que je ne le fais pas, mais je le suis de moins en moins. Donc, c'est des petits exercices comme ça, des petits challenges qui permettent de sortir de sa zone de confort. Et l'objectif, vraiment, c'est ça. Je pense, c'est d'être fier de soi, de mieux se connaître, d'apprendre, de s'ouvrir à des opportunités aussi, de rencontrer des gens et d'acquérir des nouvelles compétences. Je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, j'excelle dans la communication, mais clairement, je m'améliore. Et si je peux… Vas-y, tu as peut-être des questions, je vais peut-être m'arrêter. Non, mais je trouve ça très intéressant. C'est vrai qu'on arrive à la fin du live et des questions, mais c'est cette capacité à sortir de sa zone de confort. Alors toi, c'est vrai que tu es allé directement à la PariTestConf, tu as fait devant plus de 200 personnes là-dessus. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi… avec ce grain de folie aussi important qu'a eu Anaïs. Peut-être que tu ne t'es pas rendu compte qu'elle allait avoir autant de monde aussi. Mais ça, c'est vrai. Vous pouvez privilégier déjà des présentations en interne, parce que souvent, on fait les choses, mais on n'explique pas ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Rien que le fait de l'expliquer, ça nous oblige, au-delà de la communication sur laquelle on va travailler, à travailler ses compétences profondes pour être prêt aux questions qu'on veut avoir. Et donc ça, c'est déjà, voilà, on le fait devant 5-10 personnes. Après, on peut le faire devant un peu plus de monde à d'autres équipes. On peut le faire sur des meet-up qu'on a dans sa région, dans sa ville. Et après, éventuellement, vous pouvez proposer à différentes conférences en France ou en Europe si vous avez envie de le faire. Mais c'est un exercice de style qui va vous servir au quotidien parce que on est dans un monde où il faut maintenant énormément communiquer. En agilité, on est dans des systèmes complexes avec beaucoup d'interopérabilité. Je vais réussir à le dire. Et donc, cette capacité à s'exprimer, à présenter quelque chose d'un point de vue qui n'est pas juste c'est la bonne pratique, mais pour dire on peut faire comme ça dans un contexte, pour y arriver en passant par là, par là, par là. Est-ce qu'on peut co-construire ensemble? Ça va vous servir au quotidien, je pense, infiniment. Voilà, moi je sais,
J'en parlais avec Anaïs la dernière fois. Le livre qui m'a le plus marqué dans ma carrière, c'est pas des livres techniques, c'est pas des livres sur le TDD, sur le craft ou sur les bonnes pratiques d'automatisation ou sur les design patterns, même si je les trouve très intéressants et passionnants. C'est pas le cas forcément pour tout le monde. C'est un petit livre qu'a écrit Dale Carnegie qui s'appelle Comment parler en public. Je vais mettre le lien. Ouais, je ne touche pas d'argent ni de royalties sur le lien Amazon que je vous partage, et je trouve que c'est le livre qui m'a plus apporté pour travailler sur la communication et qui m'a fait comprendre que en fait notre quotidien c'est d'apprendre à raconter des histoires et faire passer une émotion et d'expliquer des choses. Donc voilà, si vous voulez le lire, tant mieux pour vous. Si vous l'avez lu ou vous voulez le lire, ben, n'hésitez pas à me faire de retour, à voir si ça peut vous aider. Ce qui est sûr, c'est qu'aussi je vous ai partagé le LinkedIn d'Anaïs, si vous voulez lui poser des questions par la suite, parce qu'une demi-heure, voilà, on est déjà en train de tendre vers les 40 minutes. Ça passe très vite. Donc, il y a quelques questions qui étaient très techniques, auxquelles je n'ai pas répondu, parce qu'on est plus sur les soft skills aujourd'hui, mais n'hésitez pas à revenir vers Anaïs ou vers moi si vous avez des questions. On y répondra avec le plus grand des plaisirs. Donc, je vais partager le lien avant que j'oublie. Comme ça, ce sera fait. Je vous remercie sincèrement d'être venu aujourd'hui, d'avoir écouté notre échange avec Anaïs. Anaïs, je te remercie aussi. Je sais que tu étais un peu stressé avant. Voilà, tu as relevé le challenge avec brio. Je trouve que c'était d'une très grande qualité et que c'était fluide. Donc, à refaire par la suite, Anaïs. Je t'ouvrirai. Voilà. Peut-être qu'un jour, c'est toi qui ouvriras le podcast et que ce sera moi. C'est ça. On ne sait jamais. Donc, merci tout le monde. Merci encore Anaïs. Merci à toi. Et voilà, le live sera bientôt en ligne. N'hésitez pas à le partager. Et pour ceux qui ont loupé tout partie de ce podcast, vous pourrez voir le replay, soit en mode podcast, soit en mode YouTube. Donc, merci pour tous. Merci de vous être connectés à Swearing Live. Et je vous dis à très bientôt. Merci Anaïs. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.